Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans la planète demain, l'émission qui met à l'honneur les acteurs de l'écologie positive. Dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Christian Giudicelli, directeur général de Voltaïca, une entreprise qui motive les agriculteurs à s'engager dans la production d'énergie renouvelable. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir Laurence Rouille, directrice du service Copernicus, programme d'observation de la Terre qui analyse en continu l'évolution du climat, de la composition chimique de l'atmosphère et de l'état des océans. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous avez été nommée en février 2024 directrice du service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère. Votre nomination intervenait alors que la révision de la directive européenne sur la qualité de l'air ambiant faisait référence à votre structure pour la fourniture de données bien sûr et d'analyses susceptibles d'aider les experts nationaux et européens dans sa mise en œuvre. Copernicus est une composante du programme spatial de l'Union européenne avec des financements de l'UE. Il est un fleuron en matière d'observation de la Terre qui fonctionne grâce à 6 services thématiques. L'atmosphère, la marine, la terre, le changement climatique, la sécurité et l'urgence. Un programme incroyable en fait. Copernicus est donc un programme européen d'observation de la Terre, mais quel est précisément son rôle ? Alors, si je peux me permettre juste une petite précision. En fait, je suis directrice de l'un de ces 6 services thématiques. Je suis directrice du service de surveillance de l'atmosphère et donc j'ai 5 autres collègues qui s'occupent des autres thèmes. Parfait. Donc, l'idée de Copernicus, c'est de mettre à disposition du public, des décideurs, de tout un chacun, une information liée à l'environnement, l'état de l'environnement, les 6 composantes que vous avez citées, est basée sur donc l'observation satellite, donc les technologies les plus avancées en termes d'observation satellite, mais également l'observation in situ, l'observation de ce qui se passe avec les réseaux au sol, et également des systèmes basés sur la modélisation, l'intelligence artificielle, pour pouvoir être en situation de prévoir également ce qu'il peut arriver dans le futur au niveau de l'environnement. Donc pour ce qui concerne le service que je dirige, on parle de composition chimique de l'atmosphère, cela veut dire la pollution atmosphérique, cela veut dire les gaz à effet de serre qui ont évidemment des effets sur le climat. Et l'idée est de pouvoir fournir donc cette aide à l'évaluation de l'évolution de la qualité de l'air et donc des émissions de gaz à effet de serre depuis maintenant pratiquement une vingtaine d'années. Alors, quelles sont vos priorités de recherche et de communication ? Alors, pour moi, j'ai deux thématiques prioritaires. D'une part, vous l'avez dit, la pollution atmosphérique, la qualité de l'air. Donc, nous sommes en situation de mise en œuvre de cette directive révisée de la qualité de l'air, une nouvelle directive européenne, avec, c'est vrai, des enjeux en termes de santé, mais également en termes d'impact sur les écosystèmes. C'est l'une des composantes quand même importantes de cette directive. On va s'intéresser aux composés chimiques qui ont des effets néfastes sur les forêts, sur la production agricole comme l'ozone. Donc ça, c'est pouvoir assister à la mise en œuvre de cette directive et des directives futures, notamment celles qui vont être liées à la réduction des émissions de polluants atmosphériques. C'est une de nos priorités. Par, encore une fois, la surveillance des émissions, la surveillance de ce qu'il y a dans l'atmosphère, des concentrations, et puis par le développement d'outils qui permettent de jouer des scénarios. Que se passerait-il si je réduisais de temps les émissions dans ce secteur? Que se passerait-il globalement? C'est une de nos priorités. Ma deuxième priorité va concerner les gaz à effet de serre et les liens évidemment avec le changement climatique. Alors en ce moment, on parle beaucoup de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre, au même titre que le CO2, avec un pouvoir réchauffant avéré. C'est également alors je vais employer un terme un peu technique, un précurseur de l'ozone. C'est-à-dire que le méthane contribue à créer des polluants atmosphériques et donc l'ozone, qui est également un polluant atmosphérique. Donc réduire les émissions de méthane permet de jouer sur les 2 tableaux, pollution atmosphérique et changement climatique.
L'enjeu du méthane, c'est que c'est un polluant qui travaille, je dirais, à une très grande échelle. C'est-à-dire qu'il faut globaliser les enjeux. Et là aussi, on a un rôle à jouer pour aider à globaliser les enjeux. Alors, j'imagine que le méthane, qui est un gaz à effet de serre, comme vous le disiez, fait partie des principaux enjeux actuels dans la surveillance de l'atmosphère. Absolument. Alors, justement, on entend parler de l'ozone troposphérique. Est-ce un polluant nocif pour la santé et la biodiversité ? Alors oui. Alors merci de cette question, parce que c'est vrai on entend parler d'ozone troposphérique et d'ozone stratosphérique. Alors l'ozone stratosphérique, c'est la couche qui nous protège. On surveille le trou d'ozone, là, qui s'est refermé d'ailleurs la semaine dernière. Donc voilà, encore quelque chose qu'on a surveillé. L'ozone troposphérique, c'est ce que l'on respire. C'est ce qui se passe dans les plus basses couches de l'atmosphère. L'ozone troposphérique n'est pas émis directement. Il résulte de la combinaison de réactions chimiques extrêmement complexes avec des émissions de polluants, de ce que l'on appelle des hydrocarbures, des composés organiques volatiles, des oxydes d'azote, et il se crée dans les basses couches de l'atmosphère. Et oui, l'ozone stratosphérique a des effets néfastes pour la santé, notamment il peut créer des problèmes d'asthme, des problèmes respiratoires, mais également il a des effets néfastes sur les écosystèmes. Alors, je reviens sur le gaz méthane. Comment peut-on imaginer, avec un système comme le vôtre, c'est-à-dire Copernicus, de réduire le niveau de gaz méthane ? Alors, notre système est un système de surveillance. C'est-à-dire que l'on va pouvoir être en mesure de fournir une information sur les émissions, une information quantifiée sur les émissions de méthane, y compris celles que l'on n'a pas forcément anticipées. C'est-à-dire que la surveillance satellite, et là nous avons des expérimentations extrêmement convaincantes, permettent de détecter donc ce que l'on va appeler des hotspots. Donc c'est des émissions localisées, souvent extrêmement importantes en termes de quantité, mais qui ne sont pas forcément déclarées, qui peuvent résulter, par exemple, de fuites. Le méthane est aussi un enjeu important pour les industries pétrolières et gazières. Le transport du méthane n'est pas une chose aisée. Il y a des fuites, et donc typiquement, les satellites vont être en mesure de détecter ces fuites et de détecter les émissions à travers le monde. Donc là, on va fournir une évaluation de ces émissions, et on va pouvoir appuyer d'une part les politiques par rapport à ce qui est déclaré par les différents secteurs, par rapport aux différents pays, par rapport aux objectifs qu'ils veulent atteindre en termes de réduction des gaz à effet de serre. On va pouvoir également fournir une information indépendante et objective sur les tendances à la réduction éventuelle des émissions de ce gaz. Est-ce qu'on peut dire que Copernicus est un outil d'aide à la décision pour les décideurs publics ? Et si oui, pour quelles raisons ? Alors oui, je crois que je suis assez fière de dire que oui. J'espère qu'on joue ce rôle d'aide à la décision avec donc des éléments d'appréciation de l'impact de ces politiques publiques. Lorsque l'on va mesurer les émissions, lorsqu'on va mesurer les concentrations atmosphériques de ces différents polluants, on donne une information finalement sur l'efficacité des mesures de réduction des émissions qui sont mises en place par les décideurs publics. Depuis 20 ans maintenant, on est capable de mesurer la décroissance progressive en Europe des niveaux de concentration atmosphérique. Et donc ça, c'est une information importante pour les décideurs publics. On leur donne aussi le chemin qui reste à parcourir par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient éventuellement fixés. Et quelles seraient vos propositions pour mieux guider les politiques publiques, justement ? Et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous évoquer ? Alors, je me permettrai d'évoquer un sujet qui me tient énormément à cœur. On a parlé du méthane, on a parlé de l'ozone. Ce sont des polluants qui ont un temps de vie dans l'atmosphère extrêmement long, qui ont le temps de faire le tour du monde. Et donc, la collaboration internationale est essentielle. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à avoir des politiques efficaces pour ces polluants si on ne prend pas en compte ce qui se passe au niveau international. Il est essentiel d'avoir des politiques locales appropriées et ambitieuses. Et ça, c'est ce qui se met petit à petit en place, notamment en Europe. Il y a quand même
beaucoup a été fait, mais il est aussi important de prendre en compte et de mobiliser les efforts au niveau international. Lorsqu'on va parler de l'ozone, on doit parler de ce qui se passe sur les autres continents et progresser dans les accords internationaux. Alors, j'espère qu'on va pouvoir contribuer à cet effort. Alors, pour plus d'informations sur Copernicus, vous avez un site internet que vous pouvez nous citer ? Oui, tout à fait. C'est atmosphère.copernicus.eu. Merci beaucoup Laurence Rouille, directrice du service Copernicus, le programme d'observation de la Terre qui analyse en continu l'évolution du climat, de la composition chimique de l'atmosphère et de l'état des océans également. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici de retour dans La planète demain sur Sud Radio en compagnie de Thibaut, le French Trotter, qui cette semaine nous fait découvrir une laiterie urbaine qui travaille en bio et en circuit court. Une manière de réconcilier ville et campagne dans un esprit d'écologie positive, bien sûr. Bonjour Thibaut. Et oui Christophe, et cette laiterie, qui fabrique également du fromage, est située aux portes de Paris, dans la ville de Saint-Ouen, juste en bord de Seine. C'est Xavier Hugol-Gential, un jeune entrepreneur venu du marketing, qui a créé ce lieu. Il nous en explique le concept. Alors l'idée derrière Fromaville, c'est fabriquer du fromage en ville comme à la ferme. Donc on collecte du lait à proximité de Saint-Ouen dans le 93. On ramène ce lait dans notre atelier de Saint-Ouen. On transforme tout sur place en fromage et yaourt. Et ensuite, on vend en direct dans notre boutique, mais également à des revendeurs en région parisienne. Quand vous dites on va chercher le lait, vous le faites vraiment vous-même. Je crois que vous avez un véhicule, vous avez un collecteur de lait. Exactement, on a une petite camionnette avec une citerne de 1200 litres. Et on va chez nos éleveurs partenaires 2 à 3 fois par semaine pour collecter ce lait. Qui sont pas très loin, qui sont à moins de 100 km, je crois. Exactement, l'idée du projet c'est de transformer du lait qui est local. Donc notre lait provient de 2 fermes qui sont situées à moins de 100 km, une dans l'Oise et une dans l'Aisne. Et ces 2 fermes produisent du lait qui est certifié agriculture biologique. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quels sont vos produits? Alors, on fabrique des fromages, fabrique des fromages à pâte molle, le clacos de Saint-Ouen qui est un camembert revisité, le pavé des puces qui va se rapprocher d'un Pont-l'Évêque. On a lancé notre raclette également là depuis quelques mois. Donc la première raclette fabriquée dans le 93 puisqu'on est le seul producteur de fromage du 93. C'est un produit saisonnier? C'est un produit saisonnier exactement. Donc là on en vend beaucoup en ce moment. L'idée c'est de valoriser le terroir local, le patrimoine local et mettre en avant le 93 et la ville de Saint-Ouen. Alors moi j'aimerais maintenant voir le laboratoire où on fabrique les fromages. Alors ce qu'on voit déjà c'est un laboratoire qui est vitré. Donc ce laboratoire est visible à la fois depuis la rue, il y a des grandes vitrines, et il est également visible depuis la boutique où on vend nos produits en direct. Donc les clients assistent à la fabrication de l'autre côté? Exactement, l'idée c'était d'offrir aussi un spectacle à nos clients, aux habitants de Saint-Ouen, de montrer comment on fabrique des fromages et des produits laitiers, et aussi faire preuve de transparence sur l'origine des produits. Donc là vous êtes en train d'élaborer un fromage, lequel? Alors là on fabrique le clacos de Saint-Ouen, donc tout part à la base du lait. Quel est le rôle du fromager finalement? Quand on fait du fromage, notre objectif c'est enlever l'eau du lait. Pour enlever de l'eau du lait, il faut déjà faire cailler ce lait. Cailler le lait, en fait c'est le lait qui passe d'un état liquide à un état solide. Une fois qu'on a un caillé, donc ça ressemble à un grand flan, caillé on va le découper en petits morceaux de manière à extraire l'eau et l'égoutter. Donc là on rentre dans la grande phase de l'égouttage. Une fois qu'on a bien égoutté, brassé ce caillé, etc., on va le mouler. Donc là on moule nos clacos. On va les retourner plusieurs fois après moulage. Ils vont s'égoutter toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, on les démoule. On réalise une étape très importante qui est le salage. Donc le salage va donner du goût, va aider à conserver les produits et a aussi un rôle protecteur bactérien. Le process dure combien de temps en tout? Alors ça dépend des fromages. On va dire la partie moulage pour n'importe quel fromage se fait en une journée. Une fois que le fromage est salé, on rentre dans la grande phase qu'on appelle l'affinage. Donc l'affinage, là ça dépend des fromages, ça peut aller d'une semaine à 6 mois. Nos fromages les plus affinés sont nos raclettes, où là on a un affinage minimum de 2 mois.
Alors ces fromages bio sont la preuve qu'on peut finalement conjuguer qualité, goût et aussi écologie. Vous pouvez retrouver donc cette fromagerie donc sur fromaville.fr. Merci Thibaut, à dimanche prochain. Nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio, La Planète Demain, où nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Christian Giudicelli, directeur général de Voltaïka, l'entreprise qui motive les agriculteurs à s'engager dans la production d'énergie renouvelable. Bonjour Christian. Bonjour Christophe. Alors vous avez tout un programme autour de ces agriculteurs. Pourriez-vous nous présenter l'entreprise Voltaïka, s'il vous plaît ? Oui, Voltaïka est une entreprise qui est née en 2008, qui a eu 2 vies, une première jusqu'en 2012. Suite à un moratoire, on a mis en stand-by l'activité et on l'a relancée en 2018 et depuis on connaît une hyper-croissance. Nous sommes producteurs d'électricité et nous développons des centrales de production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Et c'est pour cela que nous avons besoin de partenaires, d'hébergeurs et le monde agricole nous fournit de nombreuses opportunités du fait de leur possession de grandes superficies et de grandes toitures. Alors, à qui vos services s'adressent-ils précisément ? Alors, le service final, il s'adresse aux consommateurs d'électricité. Mais pour développer ces centrales, nous avons besoin d'installer nos panneaux photovoltaïques sur des toitures essentiellement au sol pour des petites centrales éventuellement. Et de fait, on a besoin et on est à la recherche de façon quotidienne d'hébergeurs et donc de personnes qui vont pouvoir nous accueillir sur leur toiture, je le disais essentiellement, pour qu'on y installe nos panneaux photovoltaïques et pour devenir producteur d'électricité. Alors justement, quelle est la capacité que vous avez déjà installée avec Voltaïka ? Ça représente quoi aujourd'hui ? Alors, ça représente déjà en nombre de projets, nous sommes à presque 1000 projets aujourd'hui et ça représente environ 150 à 200 mégawatts de projets. 250 mégawatts, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup et en même temps peu comparé à des plus gros producteurs qui s'installent au sol et qui développent et qui construisent des grandes centrales au sol. Notre spécificité, c'est le fait d'être sur des toitures ou sur des ombrières de parking qui font que unitairement, nos centrales ont une puissance moyenne de 200 à 250 kW/crête. Alors pourquoi, selon vous, cette appétence des agriculteurs pour les solutions d'énergie solaire ? Ils y ont tout intérêt. Déjà, comme nous tous et comme tout citoyen, on a intérêt à développer les énergies renouvelables. C'est un premier point, une première motivation. Et puis ensuite, il y a un intérêt économique pour l'agriculteur à qui on vient offrir une manne financière en exploitant, en mettant à disposition sa toiture. Il exploite un centre de coût à l'origine, une toiture qu'il faut entretenir en centre de profit. Donc il a tout intérêt à le faire et nous sommes capables de lui offrir soit un loyer annuel, soit une soulte en lui payant une fois, soit on peut lui proposer de lui installer, de lui construire un hangar agricole qui est un vrai outil de travail pour lui, un outil neuf, en contrepartie du fait qu'on exploite la toiture. Et ça, c'est quelque chose d'inespéré pour eux, puisque tous les agriculteurs n'ont pas les moyens de se payer de tels outils de production. Alors vous parlez des moyens d'agriculteurs, vous parlez d'installation. Quel est le coût d'installation des panneaux solaires pour un agriculteur et surtout, comment peut-il se faire accompagner dans sa démarche de financement ? Oui, une centrale photovoltaïque, si on ne regarde que la partie photovoltaïque centrale, et j'écarte la partie structure, hangar, si on devait construire un hangar, c'est entre 60 centimes le watt-crête et 1 euro le watt-crête en fonction des cas. La façon de le financer, donc soit l'agriculteur souhaite investir lui-même, il en a la possibilité et Voltaïka peut l'accompagner dans cette démarche. Et dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse appel à un financement bancaire la plupart du temps et il va bénéficier d'une obligation d'achat de l'électricité qui est produite, ce qui va lui permettre de rentabiliser son investissement. S'il ne souhaite pas investir lui-même, il a la possibilité de faire appel à Voltaïka qui va lui intervenir en tant que tiers investisseur, c'est-à-dire que c'est Voltaïka qui va investir en contrepartie, je le disais tout à l'heure, d'un loyer. Alors les agriculteurs sont-ils motivés par l'aspect économique ou plutôt environnemental dans ce cadre ? Alors je pense qu'ils sont motivés par les deux et je crois ce serait une erreur de les mettre en opposition.
On a cet objectif commun qui est de faire en sorte que notre environnement soit préservé et de trouver des solutions pour l'évolution du climat. Ayant cet objectif, le développement des énergies renouvelables est un des moteurs qui va nous permettre de faire évoluer tout ça. Et de fait, il faut que à la motivation environnementale, il y ait une motivation économique, sinon on ne pourra pas le faire. Et donc, je me plais à penser que finance et développement des énergies renouvelables n'est pas antagoniste. Alors justement, motivation économique, comment les politiques publiques et les subventions influencent-elles l'implication des agriculteurs dans le développement des énergies renouvelables, pardon ? Oui, alors essentiellement, ça passe par une obligation d'achat. Le fait de pouvoir avoir une visibilité sur du long terme sur la revente d'électricité qui est produite, c'est quelque chose de très important pour nous. Soyons très clairs là-dessus, le développement du photovoltaïque ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si l'État n'avait pas eu cette politique d'incitation. Il peut y avoir des régions qui subventionnent plus ou moins au-delà de cette obligation d'achat, mais l'obligation d'achat reste le moteur principal du développement des énergies renouvelables et de l'énergie photovoltaïque. Et quelle est votre vision de ce marché pour les prochaines années, et puis aussi votre vision concernant votre entreprise ? Oui, elles sont très clairement liées. Voltaïka dépend du marché et on va pouvoir développer les énergies renouvelables grâce à un marché qui est très moteur en ce moment. Il est important de comprendre que nous allons vers une consommation de l'électricité qui est de plus en plus grande, du fait de notre mode d'utilisation, de chauffage, les voitures électriques qui sont un exemple très important, puis l'augmentation de la population essentielle et également. De ce fait, nous allons avoir besoin de produire de plus en plus d'électricité. Eh bien voilà, un mot de la fin. Merci beaucoup Christian Giudicelli, directeur général de Voltaïka, l'entreprise qui motive les agriculteurs à s'engager dans la production d'énergie renouvelable. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio dans La Planète Demain pour découvrir de nouvelles solutions qui font que l'écologie restera positive. À dimanche prochain, merci. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.